nos tomes légendaires, seconde partie. On se retrouve par la partie 2 des vidéos Nos tomes légendaires. Pour vous situer, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la première partie, je demande aux acteurs du YouTube Manga de nous présenter un tome qu'ils estiment incroyable, un manga qui les aurait marqués pour X ou Y raison. Ils prendront le soin de vous conter le pourquoi du comment. Voilà, je vous rappelle tout de même que dans cette vidéo, le spoil est toléré, alors vous êtes prévenus. J'ai pris l'exemple du tome 13 de Berserk afin que tout un chacun puisse visualiser ce que j'attends d'eux, puisque ce tome semble faire l'unanimité en matière de tomes légendaires. Sinon, vous pensez bien que j'interviendrai de ci de là et que je me réserverai le droit de vous présenter d'autres tomes que j'estime aussi être grandioses. Voilà. Plutôt que d'ouvrir le bal cette fois-ci, je vais donner la parole à un YouTuber qui, au même titre que Mangakam, a pris le temps, lors de son séjour au Japon, de me rendre service en me trouvant les derniers tomes de Toph Gaiden, qui sont sortis depuis. Et pour cela, je le remercie infiniment, tout comme je remercie tout à chacun d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Badass m'a missionné pour parler d'un tome légendaire. Et ce que Badass veut, Badass a. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et aujourd'hui je vais vous parler d'un tome légendaire. Ah non, ça c'est le bouton s'abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Badass. On va parler du tome 36 de Dragon Ball. Et de l'édition pastel s'il vous plaît. Légendaire! Pourquoi me direz-vous? Eh ben c'est simple, le tome 36 marque le début de l'arc Boo. Sangoku n'est plus là car il est parti rejoindre Johnny dans les nuages. Et la Terre n'a donc plus de défenseur. Plus de défenseur? Un jeune Saiyan fringant du nom de Son Gohan assure la relève. Et dans ce tome, on suit son arrivée à la ville, au lycée. Comment faire face à un monde en paix? Comment fait-il le justicier? Comment fait-il pour aborder la jante féminine? Et oui, Son Gohan n'est plus un enfant. Comment se passe sa relation avec son petit frère? Parce que oui, Sangoku a un deuxième fils. Enfin bref, on n'est plus dans une quête épique interstellaire où il y a des milliers, voire même des millions de morts. On revient sur de la tranche de vie presque burlesque. C'est un retour aux origines de Dragon Ball. Un manga parodique, humoristique qui se moque des codes du shonen. Et malheureusement, ce tome 36 reçut un accueil un peu mitigé. Enfin, pas le tome 36, hein, les chapitres dans le Shonen Jump. Du coup, on est très vite revenu sur du tournoi, sur de la baston, sur le retour de Sangoku même. Ah, que voulez-vous, il faut faire plaisir aux fans. Ah, et le tome 36 pastel de Dragon Ball, c'est aussi mon premier tome. Mon tout premier manga, qui est d'ailleurs resté chez moi. Une pensée pour ce tome 36 qui est à tous les coups un tome légendaire. J'en avais déjà un peu parlé lors de la première vidéo de ce tome 36 de Dragon Ball. Mais je le trouve un peu sévère avec l'arc de Boo car même s'il y a full action, ça reste dans des délires où l'humour est omniprésent là où il était totalement absent dans Cell. En tout cas, bien joué pour le tome 36. Allez, à chacun son tour, je vous emmène dans une toute autre ambiance avec le tome 9 de Ashita no Joe. Et oui, le tome 9 et non le tome 13 de la série où il est représenté une illustration culte de Joe sur la jaquette de l'édition française. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai préféré la couvrir avec une jaquette alternative qui propose une nouvelle illustration. D'ailleurs, je suis très fier du travail de Peter01 sur cette collection d'Ashita no Joe que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et c'est peut-être une de nos plus belles collaborations. Voilà. Alors oui, le tome 13 à une époque aurait été une évidence. Après tout, ce n'est pas pour rien que le final de cette licence est devenu culte. Il aura d'ailleurs inspiré d'autres séries et pour cela, il gardera son titre de tome légendaire. Donc à l'image d'un tome 13 de Berserk, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le mentionner. Alors aujourd'hui, mon choix se porte sur un autre tome. Puis j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Otakult. Hélas, il n'était pas dispo pour participer à la vidéo car il préparait son retour. Et pour lui, c'est le tome 5 qu'il a marqué plus que tout autre avec le tome 13. On peut le dire, à partir du tome 4, la série change de rythme et met nettement plus en avant les combats de boxe. Alors que dans les tomes précédents, on est plus dans du Gekiga, de l'après-guerre, que dans du shonen. Ça prend le temps d'installer le caractère de Joe avec son entourage et de marquer une rivalité plus profonde entre Joe Yabuki et Toru Rikishi. Parce que pour rappel, lors de sa parution, Ashita no Joe est paru dans un magazine pour jeunes garçons. Mais dans ce tome 5, ce qui a marqué Otakult,
et ce à juste titre, c'est qu'il y a, je le cite, un certain événement, des thématiques très dures et du développement de personnages de fous. On parle d'une œuvre qui date de 1968, ce qui fait que la licence est maintenant âgée de 55 ans. Et même s'il y a prescription, j'ai pas envie de spoiler la série plus qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai que ce tome 5 donne le ton à tout le reste de la série, aux motivations de Joe et à sa nouvelle quête truffée d'embûches. Voilà, d'ailleurs c'est sur ce tome 5 que se finit la première saison animée de Ashita no Joe. Au final, le tome 9, qui est celui qui m'aura le plus marqué dans la série, provient du retentissement de ce tome 5 et il trouvera aussi écho dans le tome 10. C'est pourquoi je comprends totalement l'avis d'Otakult, mais rétrospectivement, je repense sans arrêt au combat de Joe Yabuki contre Carlos Rivera dans son tome 9. Car lors de son combat face à cet excellent boxeur, Joe arrive à s'exorciser d'un mal-être qui au final était bien trop profondément ancré en lui. Lors de leur affrontement, chacun apportera à l'autre ce qui lui manquait, et vrai reconnaît vrai. Voilà. Seulement cette confrontation aura des conséquences irrémédiables pour eux à l'avenir. Et je crois que c'est ce qui me traumatise le plus encore aujourd'hui. Il faut croire que ma lecture de ce titre m'a laissé de profondes séquelles au point que j'imagine très bien les répercussions de cette scène se répéter avec Sendo dans Hajime no Ippo. Tant j'estime que l'influence de Ashita no Joe est phénoménale, mais surtout, à l'instar de Joe, elle est collatérale. Allez, je fais place au mec le plus stylé du YouTube manga, il m'ambiance à chacune de ses vidéos, son humour de répétition et ses montages de gros weeb font de lui un personnage à part entière, c'est un touche-à-tout. Et même sur Twitch, lorsqu'il parle tricot, il m'enjaille. Non, non, là en vrai j'abuse. Néanmoins, c'est un artiste bourré de talent. En ce moment, vous pouvez l'accompagner dans la création de son nouveau manga. Après, il est libanais, donc c'est normal, s'il a tout pour lui. Bon, on m'a proposé de vous parler d'un tome d'un manga. Et j'ai envie de vous dire que toute occasion est bonne à prendre pour parler de Reel. En vrai, quand on m'a demandé de choisir un tome qui m'a marqué, ça a été assez dur parce que j'en ai pas vraiment. Souvent, je suis marqué genre par des planches, par un dialogue, par une bulle, parfois même un arc, une période d'un manga, mais un tome précis, c'est rare. Genre, tu me demandes de choisir un tome spécifique de Naruto, One Piece ou Kingdom, j'en sais rien. Donc ça, c'est ma manière de consommer du manga de manière générale, sauf pour ce tome 13 de Reel. C'est peut-être le seul tome qui m'a marqué. Bref, je raconte ma vie alors que c'est pas ma vidéo, désolé. Bon, alors pourquoi j'ai choisi ce tome 13 de Reel? Déjà, pour parler de Reel de manière globale. Parce que lorsqu'on parle des œuvres d'Inoue, souvent on parle de Vagabond et Slam Dunk, ce qui est normal, y a pas de souci. Mais ce manga est un peu trop souvent oublié ou en retrait par rapport aux deux autres, et c'est bien dommage. Perso, me concernant, Imo, on est sur l'un de mes mangas préférés tout court. Bon, je vais pas vous faire tout le synopsis parce que là, j'ai rendez-vous avec un certain sommeil, mais c'est pas le débat. En gros, on est sur un drame social autour du handisport, du handicap de manière générale. On suit 3 jeunes qui vont avoir un lien plus ou moins proche, différent en tout cas, avec le handicap. Là, j'avais envie de faire une blague, mais je me suis souvenu qu'on n'était pas sur ma chaîne, donc je vais m'abstenir. Il y en a un qui est handicapé depuis pas mal de temps, il y en a un qui a rendu une personne handicapée, et il y en a un troisième qui vient de devenir handicapé récemment après un accident. Et concernant ce tome 13, c'est ce troisième personnage qui nous intéresse plus précisément. En gros, il vient de subir un accident, du coup il se retrouve handicapé avec tout ce que ça peut inclure. On le suit justement dans les méandres de sa vie en fait, genre accepter l'idée d'avoir subi un accident, d'être peut-être handicapé à vie. On va le suivre dans toutes ses pensées les plus sombres et tristes, et c'est pour ça que j'adore Reel, c'est vraiment touchant. Et l'une des phases qu'il va devoir subir, c'est tout simplement la période de rééducation. Donc il va dans un centre de rééducation, et là-bas forcément il va faire d'autres rencontres. Il va rencontrer d'autres personnes qui ont aussi des histoires de vie compliquées, qui ont aussi subi des drames, des accidents, d'autres personnes également handicapées, qui ont du mal à marcher, à se mouvoir globalement. L'arc rééducation, c'est donc un bon moyen pour Inoue de nous présenter d'autres personnages aux histoires compliquées, d'autres personnages attachants, ce qui fait donc encore d'autres moyens de pleurer, parce que oui, si vous pleurez pas devant Reel, faut aller consulter, je pense. On est sur un futur psychopathe, à mon avis, mais après ça concerne que moi, encore une fois. On va donc à la rencontre de d'autres personnages touchants qui vont aider le personnage principal à évoluer, ils vont faire partie de son processus, lui faire accepter certaines réalités de la vie et lui montrer qu'il est pas tout seul à souffrir. En gros, t'as une vie de merde, moi aussi, bienvenue au club. Et notamment parmi ces personnages qui sont dans le centre de
rééducation avec lui, on trouve le personnage que vous trouvez sur cette cover, un ancien catcheur. Ouais, on dirait un peu Brock Lesnar, oui. En gros, on est sur un ancien catcheur qui était assez populaire, qui suite à un accident, se retrouve dans ce centre de rééducation. Il n'est plus censé pouvoir vraiment faire du catch et retrouver son ancienne carrière, et ça, il a du mal à l'accepter, en tout cas, il veut pas arrêter sa carrière comme ça. Et donc, dans ce tome 13, on arrive à The Last Dance. La dernière danse, pour ceux qui sont pas bilingues. Mais en gros, il choisit d'enfiler une dernière fois ses collants tout serrés de catcheur, d'aller sur le ring et de délivrer une dernière performance magistrale, sachant qu'il est complètement diminué, mais il va essayer durant toute cette performance de le cacher au public par plein de petits stratagèmes, je vous laisserai découvrir, et il va nous délivrer, encore une fois, une performance sublime, une performance magistrale, une performance émouvante. On assiste à l'agonie, l'hégémonie d'un homme en or qui, juste à la dernière seconde, va rester brave et fier. Menton levé, on cache ses problèmes et ses souffrances et on offre une performance magistrale au public. Et justement, dans le public, il y a le fameux personnage principal dont je vous parlais. C'est à peu près le seul dans le public à savoir que le catcheur combat diminué et handicapé. Il va donc beaucoup plus que les autres apprécier la performance, comprendre bien plus que les autres à quel point ce que vient de délivrer et performer Brock Lesnar, c'est exceptionnel, et ça va l'aider dans son développement. Lui qui passait son temps à se morfondre, ce qui est normal, en voyant Brock Lesnar délivrer ce qu'il a délivré, ça l'a fait chialer en mode waouh, c'est pas parce que je suis handicapé que je peux plus rien faire de ma vie. C'est ça ce tome 13, ok? Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour vous laisser découvrir, même si j'en ai dit pas mal. J'ai peut-être un peu spoil, c'est vrai, mais bon, au bout d'un moment, j'ai pas d'excuses, hein, ouais. Bref, merci de l'invite, et moi je retourne retrouver Monsieur Sommeil, il m'attend là, faut que j'y aille. J'aurais moi aussi très bien pu vous citer le tome 13 de Real pour toutes les raisons que Venka a énoncées, puis je rajouterai qu'il faut être une sombre merde pour ne pas avoir été ému par ce tome. Mais entre-temps, le tome 15 est sorti, et ce n'est pas n'importe quelle sortie puisqu'elle fait suite à 6 ans d'arrêt de parution. Et ce qui est impressionnant, c'est que j'ai eu nul besoin de relire le tome 14 pour me remettre dans le bain. Techniquement, les dessins n'ont pas perdu en qualité, loin de là, et ce que j'ai aimé dans ce tome 15, c'est qu'on est à un carrefour de la série, où enfin Takashi, qui en passant est le personnage que je préfère suivre, ce petit con, c'est les émotions incarnées. Dans ce tome, il fait de nouveau face à Nomiya, dont le passé en commun est assez épineux, et il fait la rencontre de Togawa qui se donne à fond au basket alors qu'il est handicapé. Ce tome 15 marque un avant et un après dans le récit, puis il marque aussi le retour de Inoue. Aux dernières nouvelles, après ses travaux sur le film de Slam Dunk, il a annoncé s'attaquer au prochain chapitre de Real, mais aussi son intention de finir Vagabond. Alors, pour quand? Perso, je croise les doigts pour une reprise des chapitres dès 2024, en plus d'être riche en émotions et circonstances. Ce tome 15 de Real est légendaire car il redonne espoir aux fans de Inoue. Il est temps de laisser la parole à un autre invité, un l'un des Kage présent lors de la réunion des ambassadeurs organisée par Kana au sujet de l'édition si controversée de Naruto Kage. Salut, c'est Quantibus, salut Manga Badass et merci pour cette invitation. Et du coup, il fallait que je me prête également au jeu et que je trouve à mon tour quel a été pour moi le tome le plus important, quel est le tome qui m'a le plus marqué. Et je dois dire que quand même, l'exercice a été quand même assez compliqué. J'en ai plusieurs qui sont revenus et j'ai pensé tout de suite à Death Note. Alors après, est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler pour certains ce qu'est Death Note? Parce que pour moi, ça reste quand même un monument du manga. Je vais quand même revenir très rapidement dessus. Tout simplement, c'est l'histoire de Light Yagami qui a tout de son côté. Il est intelligent, il est beau, il est dans une famille très aisée. Et seulement tellement tout lui est facile qu'au bout d'un moment, il finit par s'ennuyer dans sa vie. Jusqu'au jour où il tombe sur le Death Note, un fameux cahier qu'il trouve par terre dans la rue. Il va commencer à jouer avec et il va se rendre compte que le Death Note, il est parsemé de plein de règles, dont une, la principale, qui est si tu marques le nom d'une personne dans ce cahier, la personne meurt. Mais heureusement que ce cahier, il n'est pas tombé dans n'importe quelle main, puisque Light Yagami, il veut pas non plus faire n'importe quoi avec. Il va, selon lui, l'utiliser pour une bonne cause, c'est-à-dire éliminer toutes les personnes mauvaises de l'humanité, c'est-à-dire les criminels. Sauf qu'il faut faire la part des choses, puisque certes, éliminer les criminels, ça part d'un bon sentiment, mais c'est quand même tuer des gens. Donc ça reste quand même mal. Et c'est là où va vraiment s'appuyer le manga sur est-ce que c'est bien ou mal ce que fait Light Yagami. Et c'est là que va rentrer en jeu elle,
l'un des plus grands enquêteurs au monde. Il va y avoir une rivalité entre les deux personnages. Ils vont essayer de déjouer les plans de l'un et de l'autre. Et du coup, effectivement, j'aurais pu parler du dernier tome de Death Note, le tome 12, avec une fin très marquante. Mais en y réfléchissant, pour moi, dans la série, ce qui m'a le plus marqué, ça reste les événements du tome 7. Oui, parce que je considère que le tome 7 est bien plus inattendu, bien plus impactant. Il marque un vrai tournant pour la suite du manga. Et c'est surtout les enchaînements des chapitres 56, 57, 58 qui vont te sonner la gueule les uns après les autres. Surtout avec l'événement final de ce chapitre 58. C'est tellement bien écrit, bien mis en scène, bien amené. C'est de l'enquête mêlée à de la science-fiction, un peu horreur. Et forcément, quand tu combines le talent d'écriture de Tsugumi Ohba et le dessin magnifique de Takeshi Obata, ça ne peut faire que des étincelles. C'est donc devenu très rapidement une série reconnue et devenue comme un emblème. D'ailleurs, le Death Note qui deviendra rapidement iconique et une référence du genre. Si j'aurais quand même une petite pointe de négativité sur le manga, c'est à la limite certains découpages que je trouve parfois trop brouillon et qui peut en déranger certains. Mais c'est tellement prenant que tu bouffes les pages les uns après les autres sans t'en rendre compte, tellement tu es pris dans les enquêtes. Et pour en revenir au tome 7 précisément, puisque là on est quand même là pour parler du tome qui m'a le plus marqué de la série, eh bien le tome 7, c'est un enchaînement d'actions qui s'accomplissent à la perfection. Il y a typiquement tout ce qu'on retrouve de bon de la série dans ce tome, surtout la première moitié du tome, jusqu'à l'apothéose, la scène qui pour moi sonne comme l'événement majeur du récit qui va tout chambouler. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, je vais quand même devoir un petit peu spoiler. Je vous mets quand même un petit encadré, le temps que je spoil. Au cas où, si vous n'avez pas encore lu le manga, je vous invite quand même à le lire, vraiment. Donc voilà. Donc pour mettre dans le contexte de mon expérience personnelle par rapport à ce tome, à l'époque, lors de ma première lecture du manga, la série était déjà sortie entièrement, les 12 tomes de la série complète. Et j'avais déjà connaissance de ça, je savais que la série était finie en 12 tomes. Et très rapidement, dans l'histoire, on te fait comprendre que Death Note, ça tourne surtout autour de deux gros personnages. La rivalité de L contre Kira, donc Light. Donc après 6 tomes où on te fait bouffer de la bataille psychologique, des stratégies qui te font déchirer le cerveau, des moments très intenses entre les deux, tu te dis ok, le manga ça va être ça tout du long, et que le final du tome 12, ce sera forcément l'un des deux qui gagnera. À aucun moment tu te dis qu'à seulement la moitié de toute l'histoire, l'un des deux va directement mourir. Puisque comme je le rappelle à l'époque où je me disais ça justement, j'avais conscience que la série était finie en 12 tomes. Jamais il ferait mourir l'un des deux personnages principaux, que ce soit elle ou Light. C'est la base du récit, l'un ne va pas sans l'autre. Et pourtant, le tome 7 arrive, et le tome 7, il te met une énorme droite. Misa retrouve la mémoire et découvre le message et les directives de Light. Elle fait une nouvelle fois l'échange de l'œil. Le talent de manipulation et de tacticien de Light porte une nouvelle fois ses fruits brillamment, malgré les soupçons de elle sur Light. Ça va crescendo jusqu'au moment où... Ce moment fatidique qui est représenté par cette double page. La double page par le maître Obata qui marque l'événement. Ça y est, on ne plaisante plus, ça arrive. Le plan est en contre-plongée qui accentue le côté dramatique et bouleversant du moment. C'est une grosse claque pour nous, les lecteurs, qui ne s'y attendaient pas. Et le pire dans tout ça, c'était que c'était sous nos yeux depuis le début, sur la couverture directement. On avait elle qui était retournée devant une croix parsemée de fleurs blanches qui fait tout de suite référence au décès et aux obsèques. Bon, ça c'était pour les fans de foreshadowing. Voilà pourquoi ce tome est pour moi le plus impactant et surtout le plus surprenant d'une des séries les plus iconiques du genre. Après le spécialiste des vidéos YouTube qui portent sur les collectors du marché français, voire étranger, c'est au tour de la référence des vidéos YouTube qui portent sur le cul. Autrement dit, son sujet de prédilection, c'est la culture du hentai. Pour dire, même à l'international, les maisons d'édition portées sur le cul font appel à ses services. Aujourd'hui, je vais te parler du tome 8 de Jagan. C'est pour moi le meilleur tome qui montre la complexité du scénario de Jagan. Dans ce tome-là, il y a Jagan et sa petite copine Belle qui vont aller dans un parc d'attractions. Un parc d'attractions qui est réservé aux adultes. Tout simplement parce que les attractions, ils sont faites pour pousser les visiteurs à libérer leur instinct primaire. Leur instinct les plus sombres, tout simplement. Et ceux qui vont réussir toutes les attractions vont être invités par le maître des lieux qui s'appelle No Face. Je vous montrerai une image juste ici. Et c'est lors d'une attraction que Jagan va devoir faire un choix extrêmement compliqué.
puisque je le répète, Jagan fait partie à la base de la police, avant qu'il soit infecté par un crapadingue. C'est tout simplement des grenouilles qui rentrent en toi, et après tu te transformes en super gars, ou alors en monstre, ça dépend. L'attraction consiste à monter dans un wagon. À gauche, il y a tout simplement 5 innocents. Et à droite, il y a tout simplement la petite copine de Jagan. Comme t'auras compris, le wagon est rempli de pics, de fourches, tout ça vraiment pour les éclater. Et Jagan a en main tout simplement le levier. Soit il choisit à gauche et les innocents meurent, mais sa petite copine vit. Soit il choisit à droite et sa petite copine meurt, mais par contre les 5 innocents continuent à vivre. Et j'ai énormément aimé ce dilemme, car il va vouloir sauver tout le monde. Je t'en dis pas plus, je te laisse le découvrir dans le tome 8 de Jagan. D'ailleurs, n'oublie pas d'acheter Jagan, c'est une masterclass. Encore merci à Manga Badass de m'avoir invité pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre, c'était Erwan Manga. En ce qui me concerne, c'est véritablement avec son tome 3 que j'ai commencé à apprécier le manga, où il se démarque enfin de ses influences que sont Gantz et Parasite pour aller toujours plus loin dans le vice avec ce personnage qui utilisait ses pouvoirs de détraquer pour satisfaire ses désirs sexuels, tout en maintenant en parallèle une narration avec une équipe cherchant à recruter le Jagan. À partir de là, ce manga a vraiment pris une autre dimension pour moi. Ça me donnerait presque envie de m'attarder sur les tomes 3 et 8 de Chainsaw Man, tellement ces tomes ont justement donné une toute autre dimension au manga. Non mais qui n'a pas fait tomber son manga des mains lors du vomito? J'en ai presque fait glisser ma tablette des mains pour dire. Sans parler du plot twist à suivre. Voilà. Puis le tome 8, c'est la première apparition du démon revolver. J'en dis pas plus, on capte ceux qui savent. Mais en vrai, il y a tellement de moments mémorables dans ce manga, de quoi banaliser le génie créatif. En ce qui concerne le prochain invité à avoir répondu présent, je suis sûr qu'avec son bagou, dans une autre timeline, il aurait pu animer des émissions sur Gulli. D'ailleurs, je ne sais pas quel âge il a. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie des doyens du YouTube manga et qu'en plus d'en avoir inspiré certains, il en a vu passer d'autres. Si je vous dis Battle Royale, vous pensez sûrement à Fortnite et plein de jeux et séries du même genre. Et pourtant, tout ce que vous connaissez a pour origine un manga du nom de Battle Royale. Salut à tous, c'est Jérôme JDMP et merci beaucoup Manga Badass pour l'invitation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un tome légendaire du manga Battle Royale. Pour rappel, Battle Royale, c'est 42 élèves envoyés sur une île, obligés de s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Oui, c'est le speech de Fortnite ou de Hunger Games, mais 18 ans plus tôt. Et en totale honnêteté, à la base, c'est un roman, puis un film et un manga. Mais aujourd'hui, on parle du manga Battle Royale et surtout du tome 7. Alors dans Battle Royale, c'est une classe d'élèves amis d'enfance qui doivent s'entretuer et il ne restera qu'un seul survivant. Et pour ça, on suivra plusieurs personnages principaux, notamment Shuya Nanahara, Hiroki Sugimura et surtout Shinji Mimura dans le tome 7. Et Shinji Mimura, c'est un personnage qui n'est pas d'accord avec le Battle Royale. Comme tous les autres, vous me direz, mais c'est surtout le seul personnage à avoir un plan de A à Z pour arrêter le Battle Royale et sauver les élèves. Et on y croit. Pendant 7 tomes, le personnage met en place tous les éléments nécessaires à la réalisation de son plan, et au tome 7, tout est prêt. Et la série aurait pu s'arrêter là, tellement tout était parfait. Le problème, c'est qu'on est dans un Battle Royale, et tu peux te faire trahir à n'importe quel moment. Et ça, c'est la seule chose que Shinji Mimura n'avait pas prévue. Car au moment de lancer le plan, Kazuo Kiriyama, réel némésis pour tous les survivants, croise la route de Shinji Mimura. Et si ce tome est si important, c'est parce que toute la suite de l'histoire dépend de ce moment. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir en parler plus parce que sinon ce serait du très gros spoil. Mais sachez que globalement, le plan ne se passe pas comme prévu. Et croyez-moi, après 7 tomes, après 1300 pages, il est impossible de ne pas être touché, de ne pas être choqué par les événements et la ténacité de Shinji Mimura dans ce passage. C'est un homme qui va tout perdre, mais qui ne va jamais abandonner. On parle quand même d'un homme qui va se scotcher les intestins. Franchement, lisez Battle Royale. C'est un classique et un chef-d'œuvre de la littérature japonaise, et c'est à l'origine de tellement de choses actuelles. Sans Battle Royale, pas de Fortnite, pas de Hunger Games, pas de Squid Game. Et j'aurais pu vous parler de beaucoup de mangas, d'ailleurs à la base, je voulais vous parler du tome 9 de Blame, mais ça je pense que ce sera pour une prochaine fois. Le tome 7 de Battle Royale, ça reste le tome qui m'a le plus marqué pendant des années. C'était Jérôme JDMP, merci Manga Badass pour l'invitation, à très bientôt. Ce que j'aime bien avec cette partie du manga, c'est que même si la finalité est la même, ce personnage de Shinji est bien plus marquant dans le manga que dans le film.
car ça prend le temps de revenir sur son background et ses motivations. C'est un peu le héros qu'aurait pu avoir la licence Battle Royale, mais qu'au final il ne le soit pas, c'est ça aussi qui est fort. Ça me fait penser à un tome mémorable du manga, L'Attaque des Titans. Je ne sais pas pour vous, mais son tome 30 m'a laissé sur le cul. J'avoue que je n'avais rien vu venir, du moins je ne lisais pas SNK avec le souci du détail, je me contentais de ce petit rendez-vous bimensuel afin de satisfaire ma boulimie. Aussitôt téléchargé, aussitôt lu. Puis, vu que je lisais la série sur tablette, je jouissais d'un grand écran avant même que sa version colossale fasse son apparition. Honnêtement, je m'attendais à des révélations, mais pas au niveau de ce que nous a offert le tome 30 de l'Attaque des Titans. Là, pour le coup, je ne vais pas spoiler, c'est trop important, et même si le manga est fini, ça reste une série encore trop actuelle. D'ailleurs, elle est toujours pas finie en animé, si je ne m'abuse. En vrai, c'est avec ce tome 30 que j'ai compris la signification du mot foreshadowing. J'ai véritablement été bluffé au point de me dire que tout cela était vraiment prévu depuis le début. Ça, c'est un vrai foreshadowing qui a du sens. Et disons-le, il y a pour moi un avant et un après le tome 30 dans l'Attaque des Titans. Il répond toujours présent, c'est un invité de marque, sans parler que son brushing est toujours impeccable. La préface du top 5 de Lone Wolf Cub, c'est lui. La présentation de sa Mangatech numéro 447, c'est lui. Un projet Astro Boy a été annoncé chez Isan Manga, la promo, c'est lui. J'achète direct, c'est la préface, et de lui. Salut Manga Badass et merci de m'avoir proposé de participer à ce concept. Alors j'ai essayé de me replonger un peu dans mes souvenirs et j'aurais pu prendre un Tezuka mais je me suis dit que ça serait trop facile alors je vais plutôt prendre un autre titre. Et ce manga c'est Devilman et notamment le dernier volume, le volume 5. Alors c'est un manga qui date de 72 et que j'ai connu finalement assez tard puisque je sais pas, il ne m'avait jamais attiré, peut-être le dessin était assez particulier et au final c'est quelqu'un qui me l'a offert et j'ai pu le découvrir je crois il y a peut-être à peine une dizaine d'années. Mais alors ça a été une sacrée claque comme je ne l'avais pas reçu depuis longtemps lors de ma lecture. Devilman c'est surtout l'histoire d'un jeune garçon qui va devoir incarner un démon pour sauver l'humanité face à d'autres démons. C'est un récit incroyable d'une noirceur rarement vue avec une violence sans pareille. Et en fait, au fur et à mesure des volumes, il y a une ambiance d'apocalypse qui commence tout doucement à se mettre en place. Akira essaye de continuer à croire en l'humanité tout en combattant les démons, jusqu'à qu'on se retrouve à ce fameux tome 5 où là, des humains en colère vont tout simplement tuer sa copine, mais d'une violence jamais vue, où ils vont tout simplement la déchiqueter jusqu'à aller planter sa tête sur un pic. C'est assez choquant. Cette scène est vraiment d'une puissance unique, mais pas que, puisque l'apothéose arrivera avec la fin de la série et la fin du volume 5. Et là, l'auteur va encore plus loin, puisque plutôt que de se perdre dans des combats redondants, inutiles à l'histoire, il va tout simplement se permettre une ellipse de 20 ans dans l'histoire, où on assiste à une fin incroyable avec un monologue d'un antagoniste du héros qui, tout le long, en fait, on se rend compte que notre héros est mort déjà depuis longtemps, nous laissant sur une fin vraiment noire. Et j'ai lu ça il y a 10 ans, après plus de 15 ans de lecture, et j'ai été bluffé par l'efficacité du récit et surtout cette ambiance et cet univers que j'avais jamais ressenti avant. C'est un manga qui va jusqu'au bout de ses idées, sans retour possible en arrière, qui pour moi est aussi digne d'un tome 13 de Berserk. Voilà pour mon manga légendaire, je pense que le tome 5 de Devilman a bien sa place. Je crois vraiment qu'on ne se rend pas compte de l'impact que cette série a eu dans le manga game. La récente adaptation Devilman Crybaby sur Netflix a fait son petit effet, mais en France on ne se rend pas compte, et tu le dis à juste titre, que ce tome 5 mange à la même table que le fameux tome 13 de Berserk. Que dis-je? C'est le tome 13 de Berserk qui mange à la même table que le tome 5 de Devilman. D'ailleurs, en Italie, il y a un omnibus de la licence qui est de toute beauté. Ce serait bien qu'une maison d'édition comme Panini nous fasse une édition aussi belle que Lone Wolf Cub, voire Isan, mais là il faut faire un tome, faut pas abuser. Mais quel objet de collection ce serait! Oh, et puis j'en veux encore, je ne me lasse pas de l'écouter, je ne me lasse pas de le regarder, ce putain de beau gosse. Rebonjour tout le monde. Alors là, il y avait un deuxième titre que j'avais envie encore de remettre en avant, qui fait partie de mes tomes légendaires,
qui est le manga Fushigi Yugi. Alors il faut savoir que c'est le premier shoujo que j'ai lu en 1998 et à l'époque déjà j'étais assez surpris parce que je n'avais pas les codes du manga et je ne comprenais pas pourquoi les personnages un coup étaient blancs, un coup étaient bruns, enfin bref, ça m'avait déjà pas mal déstabilisé. Et dans Fushigi, c'est l'histoire de deux meilleures amies qui vont se retrouver aspirées dans un livre de contes chinois. Et en fait, dans ce livre, elles vont devoir incarner deux prêtresses que tout oppose. Et elles vont devoir en fait se combattre l'une contre l'autre. Et pour ça, elles vont être entourées d'étoiles qui vont les accompagner, les protéger pour essayer justement de gagner et de pouvoir retrouver le monde normal comme avant. Et après plusieurs volumes où la tension monte avec de nombreuses trahisons, des dangers, des retournements de situation, on arrive au volume 8. Et dans ce volume 8, il se passe un truc incroyable où tout doucement, une des étoiles va se retrouver en fait seule face à un ennemi. Elle est acculée et le tome finit sur la mort du personnage. Bon, quand j'ai vu la première fois, clairement, j'y ai pas cru parce que dans les mangas, on le sait très bien, il n'y a jamais personne qui meurt. Au pire, ils reviennent après, ils sont ressuscités, c'est pas très grave. Puis là, je continue sur le tome 9 et je me rends compte qu'en fait, apparemment, il est bien mort jusqu'à tomber en fait sur une page d'un hommage au personnage fait par l'autrice qui explique pourquoi ce personnage est mort dans l'histoire. Et là, je suis resté sur le cul. Et là, je me rends compte en fait qu'il est réellement mort, qu'il ne reviendra pas. Et ça a été ma première grosse claque de lecture. En plus, c'est un personnage qui est très touchant, à la fois par son passé, mais aussi par ce qu'il incarne dans le manga. Donc j'étais sur le cul, j'avais jamais connu ça avant, et il faudra attendre de nombreuses années avant que d'autres séries sachent autant me surprendre. C'est là que j'ai compris la puissance des shoujo qui avaient clairement autre chose à proposer que ses homologues masculins. C'est pour ça que je voulais parler de ce tome 8 de Fushigi Yugi qui, pour moi, clairement fait partie des tomes légendaires. Étant donné que là nous sommes dans le petit quart d'heure shoujo, je suis obligé de mettre ma pierre à l'édifice en vous présentant le tome d'une licence qui me tient particulièrement à cœur et qui au final m'aura profondément marqué. Il s'agit du tome 7 de Tokyo Babylon de Clamp. Quoique, pour tout vous dire, j'ai un peu hésité avec un tome de X, toujours de Clamp, où l'on retrouve justement en crossover des personnages de Tokyo Babylon. Mais avec en bagage la charge affective de ces derniers. Mais véritablement, le déclic vient bien de son tome 7. Déjà, on se rend compte que le stade de pervers narcissique du beau et grand Seishiro laisse place à un serial killer au sang froid et au cœur de pierre. On apprend que 7 ans auparavant, que Subaru, donc le héros de l'histoire, avait déjà rencontré Seishiro dans un contexte plutôt inhabituel, mais surtout que ce souvenir a été effacé de la mémoire de Subaru par Seishiro lui-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vu que Subaru tombe amoureux de Seishiro, et que cela ne provoque chez lui aucune émotion qui se rapprocherait de près ou de loin à des sentiments, Seishiro décide de le tuer. Voilà. Au-delà de qui vivra ou mourra, il y aura bien des victimes collatérales. Puis ce qui est fort, c'est qu'à la suite de ces événements, on voit un personnage de Subaru qui aura évolué, tant d'un point de vue physique que mental. Rétrospectivement, c'était ma première expérience de lecture à ce qui ressemblerait le plus à du Shonen Ai. Ai, je sais plus, bref. Qui est un thème qu'on utilise pour parler des shoujo qui tournent autour des années 80 et dont le récit fait la part belle aux amours entre garçons. La différence notable avec les boys love, c'est qu'il n'y a pas d'engagement charnel, on reste dans une cible éditoriale plus jeune. Après, la licence en elle-même était marquante par son approche graphique, par son côté ésotérique, des pouvoirs de ses médiums utilisant des pentagones, et au final, par son ambiance globale d'un Tokyo quelque peu dark et surnaturel, avec un Seishiro qui pour moi deviendra un archétype de ces personnages ambigus et dangereux cachant leur malice derrière un sourire de façade, tel un Aizen antagoniste emblématique du manga Bleach, il révélera un tout autre personnage, un tout autre visage une fois qu'il se sera démasqué. À l'image de Superman, ces types deviennent méconnaissables une fois qu'ils font tomber les lunettes. Puis j'aime beaucoup l'évolution de Subaru après avoir été trahi. Évolution au lourd tribut, ce qui fait de ce personnage mon préféré de la licence X, voire de tous les univers étendus des Clamp. Voilà. Sa ressemblance avec Tsunade, le 5e Hokage, est frappante. D'ailleurs, elle a tenu son rang lors de la réunion des ambassadeurs des Kage organisée par Kana pour l'édition Hokage de Naruto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent.
En tant que figure légitime du YouTube manga, je l'ai invité à nous dévoiler à son tour un de ses tomes légendaires. Bah hello tout le monde, pas du tout ravi, pas merci à Manga Badass de l'invitation parce que c'était hyper dur de choisir. Genre, même par message, j'ai pas su. J'étais en mode, qu'est-ce que je prends? Bah oui, mais il y a celui-là. Mais du coup, il y a celui-là. Bah attends, faut que j'en choisisse un. C'est très dur de choisir un seul tome. C'est pour ça que je vais tricher un peu. Je vais quand même balancer des numéros de tomes par-ci, par-là. Je tiens à préciser quand même que je sais, je suis connue pour être fan de Naruto, de Berserk, donc forcément je vais vous dire ceux que j'ai adorés. Dans Naruto, ça a été très dur parce qu'il y en a plein que j'aime. Mais je vais quand même choisir celui qui m'a le plus touché, le plus marqué, que j'ai même acheté en version japonaise. Il est là. Voilà. C'est le tome 53 de Naruto, où justement on a toute l'histoire de Minato et Kushina. Que ce soit en animé ou en manga, c'est un moment qui est le plus triste pour moi, et ça montre toute la profondeur et toute l'excellence d'écriture de Kishimoto en termes d'émotion, sur son histoire, c'est comme ça que je vois un flashback, en vrai. Ça, pour moi, ça c'est du flashback de qualité. C'est amené au bon moment, c'est émouvant. La qualité de construction des pages de Kishimoto n'est plus à démontrer. Je veux dire, il est très fort. Moi, j'adore ce mangaka, j'adore ce qu'il a fait, j'adore sa façon d'amener les choses, ses regards, ses planches, Quand je parle de Naruto, il y a trop d'émotions, donc on va passer à autre chose. Bon, en tout cas, j'adore le tome 53, voilà, mais il y en a plein d'autres que j'aime. En rapido sur Berserk, tu voulais pas forcément prendre le tome 13 parce que c'est trop obvious. Après, moi j'aime beaucoup le tome 8 et 9, le moment où Casca et Guts copulent. Je l'aime beaucoup. Moi j'aime bien les moments romance, un peu poussés, ouais. D'un tome en particulier, je pense que ce serait le tome... ce serait un mix du tome 40 et 41. 41, tout ça pour la dernière page avec Griffiths. Frérot, j'ai tellement chialé quand Miura Sensei est mort, que je me dis mais tu peux pas nous lâcher avec cette page, en fait. Genre tu peux pas nous lâcher avec juste cette case. Bref, c'est aussi le dénouement pour Casca, et j'ai trouvé que c'était juste une mise en abîme de ce qu'est le viol, en fait. De montrer la conscience de Casca et l'âme qui est complètement brisée de celle-ci, l'âme d'une femme qui est brisée, qui a perdu la raison, parce que en fait son corps est en miettes. Vraiment, les débris de Casca dans cette espèce de petit tombeau, moi personnellement en tant que femme, ça m'a énormément touchée. J'ai trouvé qu'il a quasiment fait tout un tome dessus, et j'ai trouvé ça absolument incroyable, hein, voilà. Mais sans plus attendre, on va quand même passer sur celui que j'ai choisi. C'est Dragonhead de Minetaro Mochizuki, qui est une œuvre que j'ai découverte en 2021, je crois, je sais plus. Donc j'ai découvert un peu sur le tard, et qui pourtant date de 95, je crois. Bah, là c'est l'édition graphique de chez Pika, la dernière. Ils avaient fait une édition, ils ont réédité cette édition qui était déjà en version jaune. Là ils l'ont faite en version plus noire. Donc ça c'est le dernier tome, donc forcément c'est une série en 5 tomes, alors que je crois qu'elle elle fait le double. Je crois qu'elle fait 10 ou 11 tomes normalement de base. Juste pour faire un bref résumé de ce qu'est Dragonhead. En gros, vous avez des lycéens qui reviennent de Kyoto, il me semble, dans le Shinkansen, et à l'approche de Tokyo, aux abords du mont Fuji, notre protagoniste va regarder en direction du ciel et va voir une énorme colonne de feu. Et là, énorme tremblement de terre. Le train s'écrase dans un tunnel et c'est le noir total. Notre cher Teru, donc le protagoniste, va se réveiller, il fait noir, le noir total. Vraiment, c'est le noir complet. Il va trouver un espèce de briquet et tout le monde est mort. Bon, tout le monde est mort dans le wagon. Il va finalement trouver 2 survivants, une fille qui est une fille inconsciente et un petit nerd, tu vois, le mec tout frêle. Tu sais déjà que le mec tout frêle, c'est celui qui va péter les plombs. Il commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose dans le noir. Donc ça commence déjà un peu à fantasmer. Le lecteur fantasme aussi. En vrai de vrai, on a dit que je pouvais spoil, donc
forcément, en fait, il n'y a rien dans le noir. C'est juste que le premier tome, forcément, te fait aller dans les abîmes de ta propre conscience et de tes propres fantasmes horrifiques. Et tu te dis, il y a forcément un truc. Parce que le mec complètement starbé, lui, il va péter les plombs. Ils vont finalement sortir et le problème, et c'est là que l'horreur continue et que ton cerveau continue à se dire, mais c'est quoi le bordel? Ils arrivent à sortir et il fait noir. En fait, c'est ouf parce que quand tu lis ça, déjà le premier tome où t'es vraiment enfermé, t'as qu'une hâte, c'est qu'ils sortent parce qu'il y a des tremblements de terre à répétition qui continuent et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, t'as une espèce de grondement, tout continue à s'effondrer. Ils sont dans ce tunnel qui menace de s'effondrer aussi. Ils finissent par sortir et tu te dis, ah, on va enfin respirer et savoir ce qui s'est passé. Et dehors, c'est le noir total. Il fait noir, genre il n'y a rien, tout est détruit, c'est irrespirable. Et du coup, tu dis, mais c'est l'apocalypse, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, la nature, oui, ça fait peur, mais qu'est-ce qui fait encore plus peur dans des moments d'apocalypse où c'est quasi la fin du monde? C'est l'humain. Mais tu t'attends tout simplement pas au dernier tome. Là où c'est bien dans ce tome-là, c'est que oui, l'humain est encore dangereux, mais la nature, et c'est là qu'on comprend toute la psychologie du Japon et tout le mindset du Japon par rapport à la nature est beaucoup trop forte. La nature, c'est ça, le vrai danger. Et la nature, quand elle reprend ses droits, finalement, c'est ça qui fait le plus peur. Et dans ce tome, on le comprend, même s'il y a certains humains qui sont dangereux, ce sera toujours la nature, le boss final. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on est dans Tokyo, on essaye de comprendre ce qui se passe avec certaines personnes, il y a des espèces de sectes, et Teru, il essaye de retrouver sa pote. Il y a des indices. Teru, c'est vraiment le mode survival ultime. Vraiment, tu te dis le gars, comment il a réussi à survivre jusque-là, parce qu'il est passé par des épreuves. C'est pessimiste as fuck, et moi je sais que ce genre d'œuvre, ça me touche et ça me fait vivre des émotions vraiment particulières. Et justement, cette fin ouverte, je la trouve incroyable. Vraiment, c'est extrêmement bien dosé au niveau de l'humain, de la catastrophe, du côté survival. Et c'est vraiment une œuvre qui mériterait d'être beaucoup plus mise en avant. En tout cas, si vous avez aimé Walking Dead et que vous cherchez tout ce qui est survival horror, mais en version plus aboutie, lisez Dragonhead. Et ce dernier tome, vraiment, a été une révélation pour moi pour terminer cette œuvre. Genre, j'ai terminé l'œuvre, j'ai terminé le tome, j'étais en mode waouh. Et c'est juste une très très belle découverte. Et ce tome est juste l'aboutissement. Ça montre que là, il n'y a pas eu de rush. L'œuvre, elle est terminée, elle est bien faite, elle n'est pas bâclée. Donc, Minetaro Mochizuki, merci beaucoup. Merci Soso, alors faut me pardonner les coupes, mais là elle était partie pour une vidéo en freestyle sur 20 minutes. J'avoue être content d'avoir gardé la cohérence de tes propos, voilà. Puis concernant Dragonhead, je dois avouer un truc, j'avais jamais lu la fin. Pire, Tetsu n'était même pas sorti du tunnel et je croyais que toute la série se déroulait dedans. Donc je dois reconnaître que tu m'as bien relancé à vouloir reprendre ce manga. Par contre, j'ai moi aussi un manga bien noir qui m'a marqué en tant que lecteur. D'ailleurs, il fait de nouveau de l'actualité aujourd'hui dans une édition avec un rapport qualité assez exemplaire. C'est le tome 1 de Biomega. Alors là, je vous montre sa dernière édition en grand format, mais je vous parle bien du tome 1 de la première édition, donc ce qui correspond à la première moitié de ce bouquin. C'est simple, c'est ce tome 1 de Biomega qui m'a fait plonger dans le monde ténébreux de Tutumun Yai. Autant il m'arrivait parfois de feuilleter en magasin les premières versions de Blam, autant j'avais un a priori, je finissais toujours par reposer le bouquin. Avec Biomega, j'ai tout de suite été subjugué par la proposition graphique, mais en plus la licence accumulait des éléments d'une badassitude qui faisait appel à des références que je pourrais qualifier de nostalgiques. Dès la première illustration de cet homme en noir sur sa moto avec les éclairs en arrière-fond, cela me renvoyait direct à la série télé que je regardais plus jeune du nom de Tonnerre Mécanique. Voir la voiture de K2000 lorsque l'IA, l'intelligence artificielle de la moto, interagissait avec son pilote. Mais comment ne pas penser à Kaneda, l'un des personnages principaux du manga Akira, que j'adorais voir filer à toute allure sur sa moto. Et si je percevais chez Kaneda un tempérament de feu, à contrario, c'est bien un tempérament de glace qui caractérise Zoichi dans Biomega.
Dès les premières pages, il y a ce cocktail explosif qui fait péter mes neurones, c'est full action, ça ne s'arrête pas et on découvre un monde de ténèbres. On se croirait dans un futur redouté comme si le présent avait pris le mauvais virage. Puis c'est avec Biomega que je découvre des décors esquissés d'une architecture dominante pouvant nous renvoyer aux travaux de Drouillet basés sur les cathédrales tout en s'imprégnant des entités cosmiques de Lovecraft. Même si l'architecture n'est pas aussi monumentale et aussi précise que dans le manga Blam. Elle n'en est pas moins inspirée et impressionnante. Et en cela, cet univers avait quelque chose d'assez impressionnant et inédit jusque-là pour moi. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Comme je le disais, c'est bourré d'action et à l'apparition d'ennemis d'abord humanoïdes et au corps organique monstrueusement dangereux, le héros gunfight à tout va. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que même lorsqu'il tombe de sa moto, il continue d'affronter ses ennemis afin de remonter sur sa moto. Pourtant, on sait qu'à un moment, il devra la garer ou s'en débarrasser, voire s'en passer. Mais le plaisir, il dure. Combien de fois je voulais revoir Kaneda remonter sur sa moto dans Akira. Bah là, dans Biomega, le héros fait quasiment corps avec et c'est trop jouissif. Il y a même un ours avec un fusil d'assaut. Si ça aussi, c'est pas trop badass. Et c'est ainsi que je suis tombé tout entier, corps et âme, amoureux de l'univers si fantastique de Tsutsubunie. Car pour moi, le manga a tout donné pour insuffler vie au pire cauchemar de l'humanité, piégé dans les ténèbres effroyables d'un monde dépeuplé de ses anciens habitants. Sous de multiples formes, le danger nous poursuit sans répit et en tant que lecteur, on peine à reprendre son souffle. Notre seul salut, c'est ce chevalier noir qui survit tout en allant toujours de l'avant comme si rien ne pouvait l'arrêter sur Terre. C'est le genre de lecture où on regrette de tourner les pages si vite alors que ces dernières sont d'une richesse graphique assez folle. Pour tous ceux qui souhaitent découvrir les travaux du mangaka, je considère le tome 1 de Biomega comme étant la meilleure porte d'entrée qui soit. Par contre, il n'est pas garanti que vous atteigniez la sortie de ce cours sain et sauf. Bref, un tome 1 époustouflant, du début à la fin, quand tu vois la dernière planche, t'es pas sûr de toi. Sauf que cette fois-ci, tu peux prendre le temps de revenir en arrière et puis tu te dis qu'il y a encore une suite à cette dinguerie. Ah et puis désolé, mais j'ai trop envie d'enchaîner, pardonnez-moi, car tout cela m'a donné envie de mettre en lumière le tome 1 de Fire Punch. Car sur plusieurs aspects, je l'ai trouvé tout aussi judicieux qu'effroyable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce mangaka, jusque-là inconnu du bataillon, a démontré qu'il avait une paire de coronets, en plus d'un esprit remarquablement créatif. Et il s'avéra qu'il aura surtout un rôle à jouer à l'avenir dans la profession, comme le prévoyait déjà à l'époque Hiroaki Samura. Je mets de côté l'univers, le monde, la touche graphique de l'auteur et tout, ses références machin chose, du moins pour l'instant, pour m'attarder sur deux points qui font tout le sel de ce premier tome. Je pose juste le décor, nous suivons un frère et une sœur qui vivent dans un monde inhospitalier où un hiver apocalyptique règne en maître. La neige et la glace, comme seul horizon, entraînent des villages à vivre dans la famine. Voilà, c'est là qu'on retrouve un jeune frère et sa sœur ayant la capacité, le pouvoir de se régénérer à volonté. Déjà, leurs conditions de vie et la manière dont ils vont survivre et aider leur village à survivre tient d'une idée folle. Puis par la suite, leur village sera détruit et brûlé par un homme maîtrisant le pouvoir de produire des flammes qui ne s'éteignent qu'après avoir consumé la matière. Plusieurs années plus tard, on retrouvera un homme se déplaçant dans la neige en quête de vengeance alors que son corps se consume inexorablement par ces flammes éternelles. Tatsuki Fujimoto fera de cet enfant ayant la capacité de se reconstituer au même rythme que ces flammes éternelles qui le consument, un homme ne connaissant que douleur et souffrance perpétuelle qui se fera surnommer Fire Punch. Rien que cette introduction du tome 1 de Fire Punch, pour moi, fait de lui un tome mémorable. Si Rumiko Takahashi est considérée comme la reine du shonen, on peut considérer cette invitée comme étant la favorite des médias manga. À côté de sa chaîne YouTube, elle participe au Crilimoshi aux côtés entre autres de Caroline Segara. Elle semble avoir rejoint occasionnellement l'équipe montante de Tomodachi tout en participant au podcast de la Commanderie. Elle est partout et même en duo sur la chaîne de son mari et en plus elle a bon goût puisque ce dernier est libanais.
Bon, je sais Badass, au début je t'avais dit que j'allais forcément parler du tome 17 de Kingdom. Et en réalité j'aurais pu très bien en parler. Mais j'ai réfléchi un peu plus et je me suis dit qu'il y avait quand même des mangas pour lesquels j'ai été peut-être plus pertinente à parler de ceux-là justement, notamment ceux d'une autrice particulière que j'apprécie énormément, dont je fais la propagande sur ma propre chaîne et donc j'en profite d'être sur ta chaîne pour faire aussi la propagande de Rumiko Takahashi. Oui, je sens que tu l'avais, avoue tu l'avais. Et donc aujourd'hui je voulais te parler du tome 1 de Ranma 1/2. Et oui, tout bêtement, le premier tome de Ranma 1/2 est pour moi légendaire, dans le sens où c'est un manga qui, quand on le remet dans l'époque, dans le contexte de son époque, est très avant-gardiste, puisque j'y ai senti, j'y ai vu, pour le coup, peut-être que chacun a une sensibilité différente là-dessus, une question de genre, puisqu'on le rappelle, Ranma, qui est un garçon, se transforme en fille suite à une malédiction, après être tombé en tout cas dans une source mystérieuse, qui fait du coup qu'il se transforme en fille. Et donc ce côté-là, je l'ai trouvé très moderne, surtout pour cette époque-là, sachant qu'en plus dans le premier tome et dans l'entièreté du manga, il y a beaucoup de nudité, en tout cas pas de manière extrême bien sûr, mais on voit les corps et Rumiko Takahashi n'a pas de mal à dessiner, et voilà, une poitrine généreuse, un joli corps féminin et aussi masculin également, et ça c'est quelque chose que je trouve en tout cas qui est assez incroyable et qui représente quand même une singularité, je trouve, surtout pour du shonen, hein. C'est quand même censé, entre guillemets, s'adresser à un public masculin jeune et puis avoir ce genre de scène assez décontractée, entre guillemets. Moi j'avoue que j'ai été assez surprise, et pour moi le tome 1 de Ranma 1/2, il est légendaire pour les thématiques abordées, mais aussi pour une protagoniste féminine, Akane, ou Adeline pour ceux qui ont connu avec la version française, qui est quand même, qui sort un petit peu des clous, qui sort un petit peu des clichés féminins. Elle fait du judo ou du karaté, et puis elle veut absolument se taper, voilà, elle veut pas être une jeune fille comme toutes les autres, elle cherche pas juste l'amour, elle cherche pas juste à être jolie, non, elle veut savoir se défendre, hein, bien sûr, puisqu'elle fait évidemment partie du dojo Tendo que son père tient, et donc ça a une importance toute particulière pour elle, et je trouve en tout cas que les principes et les valeurs transmises en fait avec ce personnage principal sont vraiment fortes, et pour une petite fille comme moi, enfin en tout cas à l'époque, qui découvre Ranma 1/2 en manga, en animé, bah ça fait toute la différence en fait, clairement. Et puis on introduit aussi donc ce personnage secondaire mais qui va prendre la place d'un personnage principal, c'est évidemment Ranma qui est un garçon mais qui est aussi fille, moitié soleil, moitié pluie. Je sais que vous avez les références. Le manga a ses défauts et ses qualités bien sûr, mais le premier tome, il reste quand même, il te reste dans la tête. Voilà, c'est un premier tome que tu n'oublies pas, qui te reste en tête malgré toutes les lectures que tu as. Tu ne peux pas oublier le début de Ranma 1/2 tout simplement. Donc pour moi, il vaut sa place dans les tomes légendaires, je pense, et bah j'ai hâte de savoir ce que tu penses justement de cette série de Rumiko Takahashi que, je répète, j'adore et que j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à découvrir. Merci Badass. J'avoue que ce tome 1, il est trop frais, et lorsque j'entends des gens s'insurger du tome 1 de Dandadan, mais par pitié, ne lisez pas Ranma 1/2. Voilà, c'est outrancier à gogo, mais sans jamais être véritablement choquant. D'ailleurs, en ce moment, je me regarde l'animé avec mon fils et je me rappelais pas à quel point la bande-son, enfin l'OST, était aussi bonne. Pour finaliser la vidéo, j'ai accepté d'inviter une personne qui souhaitait participer à cette petite aventure. À l'origine, j'avais pour concept d'inviter uniquement des personnes sur YouTube avec qui j'ai eu une connexion auparavant, ou de qui je regarde les vidéos en parlant de manga. Voilà. Après, j'avais pas non plus envie de jouer aux élitistes, donc c'était avec plaisir que je lui laisse une petite place. Et pour la troisième et dernière partie, si vous aussi vous avez envie de nous faire partager votre tome légendaire, eh bien vous serez les bienvenus. Hey, salut tout le monde! Un tout grand merci à toi, Manga Badass, pour m'avoir laissé participer à ta vidéo. Et du coup, en ce qui concerne mon fameux manga légendaire, je vais parler de Dusk Maiden of Amnesia. Voilà, alors c'est un manga qui est très peu connu, qui est pourtant édité chez Kana. Mais voilà, je trouvais vraiment, j'en vois très rarement des youtubeurs manga qui en parlent, et donc je me devais d'en parler. Et c'est pour ça que j'espère vraiment que ce manga va vous toucher, et je vous recommande vraiment de le lire. Donc, sans trop spoiler non plus pour vous donner envie, déjà c'est une série en 10 tomes. Donc ça c'est court, le scénario est vraiment intéressant. Donc un petit résumé sans spoil. Tout se passe dans une école, au Japon bien évidemment. Il se passe énormément d'histoires de fantômes. Et du coup c'est pour ça que le héros, qui s'appelle Teichi, va rejoindre le club de recherches occultes
pour essayer d'élucider le mystère autour de ce fameux fantôme. Et sauf qu'il va être le seul à voir la véritable forme de ce fantôme, de Yuko, qui est le personnage principal, que vous voyez sur la couverture. Et il va la voir comme une jolie fille, qui a le droit d'être effrayante, une jolie fille qui est très sexy, qui a de l'humour, qui est très attachée à Teichi, qui est très amicale, vraiment l'antithèse de tout ce que l'on peut penser d'elle et de tout ce que l'opinion que l'école a d'elle. Donc elle est amnésique, elle ne se souvient pas de comment elle est morte. Et donc l'intrigue va tourner autour de ça, résoudre qu'est-ce qui est arrivé à Yuko. Et à un moment, je ne dis pas à quel moment, il y a un personnage qui va débarquer au club de recherche occulte. Et il va expliquer qu'il voit Yuko, mais d'une façon différente de Teichi. Et donc ce manga me touche particulièrement parce que ça touche dans un premier temps un petit peu à l'image qu'on peut avoir des gens sans réellement les connaître, sans avoir pris le temps de les connaître, sans avoir appris des choses sur eux, à se renseigner sur leur identité. Donc le fait de croire tout. Et vraiment approfondir la personnalité des gens jusqu'à en voir leurs différentes facettes. Une facette joyeuse, une facette un petit peu jalouse, un petit peu égoïste, une facette très amicale. C'est vraiment un truc que je trouve vraiment fascinant et qui est très bien retranscrit dans Dusk Maiden of Amnesia. Et alors c'est un manga qui a vraiment plusieurs atmosphères. Il y a une atmosphère à la fois douce, school life, tranche de vie, on suit le club de recherche occulte dans des gags, mais il y a une enquête qui est très très sombre derrière et un passé très très sombre sur l'école que je vous laisserai le soin de découvrir. Mais pour être plus précis par rapport à cette série, si je devais vraiment choisir le tome légendaire, celui qui m'a vraiment propulsé dans la passion du manga en partie, et celui qui m'a vraiment fait le plus rêver dans cette série, c'est le 10e et le dernier tome, du coup. C'est le 10e, donc la couverture, voilà, elle ne spoil pas, et c'est vraiment... La fin, elle est vraiment incroyable. J'ai pleuré. J'ai pleuré, oui, très clairement, je n'ai pas honte de le dire. Il y a aussi un aspect qui me touche vraiment particulièrement en tant que lecteur, et c'est certainement dû peut-être à mon jeune âge, ou peut-être que quand je relirai ce manga dans 10 ans, il n'aura plus le même sens, il n'aura plus la même valeur pour moi. Mais c'est aussi un manga qui parle de l'acceptation de soi. Et en fait, le fantôme de Yuko se matérialise aux yeux de Teichi comme une jolie fille lycéenne, très coquette, très sexy, très amicale comme je l'ai dit. Mais tout ça, il y a une raison. Parce que au fur et à mesure de son enquête, il sera entouré d'autres personnages féminins. Et elle va éprouver de la jalousie. Et pour ne pas que la jalousie se voit trop, et donc pour rester parfaite aux yeux de Teichi, elle va littéralement changer, elle ne va pas être qui elle a réellement envie d'être, qui elle est réellement, et ça Teichi ne va pas être d'accord. Et du coup, le beau fantôme de Yuko va matérialiser tout ce qui est mauvais dans un fantôme de Yuko qui est très laid. Et donc ainsi faire deux personnalités, la belle personnalité et la mauvaise personnalité. Mais au final, les deux forment Yuko. Et c'est ce que je trouve ce manga extraordinaire, c'est que Teichi va prouver et imposer à Yuko que les mauvais côtés font partie de ce qu'il aime chez elle. Et qu'elle ne peut pas se contenter de les rejeter, de les abandonner. Ses sentiments lui appartiennent et elle mérite de les éprouver. Et c'est vraiment ce moment dans l'histoire qu'on voit dans les alentours du tome 10 qui m'a vraiment subjugué, si je puis dire. Et du coup, merci à toi, Manga Badass, de m'avoir laissé participer à ta vidéo. J'espère que je pourrai ainsi faire connaître ce manga à ton public, Dusk Maiden of Amnesia. Eh bah, je ne connaissais pas ce titre, et sûrement parce que je ne pense pas être la cible. Par contre, j'apprécie ce que tu ressors de cette lecture, car tu en parles très bien. Donc si vous aussi, vous avez envie de participer, bien que vous ne faites pas forcément partie de mon cercle élargi sur YouTube, dans la troisième partie, vous pourrez partager l'affiche avec peut-être vos youtubeurs préférés. En tout cas, je serai curieux de voir vos propositions en termes de tomes favoris. Sur ce, cette vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous a plu, que les invités également, et je les remercie encore pour cela. Parce qu'au final, le plus gros du boulot, c'est quand même eux. Moi, je suis un peu l'inspecteur des travaux finis. Allez, on se dit à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!